Alors, bienvenue à vous deux. Kevin Brooks, tu es, toi, docteur en sciences politiques. Tu as écrit une thèse sur le néolibéralisme. Et Édouard, de ton côté, toi, tu es un militant de longue date pour l'abolition des crimes sans victime, donc c'est-à-dire toutes les questions sur le travail sexuel et sa pénalisation, sur la drogue et ces choses-là. Tu as toujours été en pointe là-dessus. Et qu'est-ce que tu fais actuellement, professionnellement parlant? Je travaille dans une entreprise qui offre un logiciel de marketing d'influence, donc rien à voir. D'accord, bah ouais, rien à voir. Il y a de l'influence, quoi, déjà dedans. Ouais, effectivement, mais c'est plus un côté commercial. C'est pas trop pour un objectif D'accord. militant. Ok, donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la légalisation du cannabis. C'est un sujet, bon, on en parle depuis longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à avoir des données sur les pays et les régions qui ont essayé de le faire, comment ça s'est passé, etc. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par parler du constat actuel, c'est-à-dire depuis qu'on mène la guerre contre la drogue, en quelque sorte, où est-ce qu'on en est des résultats et quel est le constat aujourd'hui en France? Oui, Pierre, je voudrais juste mentionner que le Oui, point commun entre Édouard et moi-même, c'est que nous sommes tous les 2 chercheurs associés au think tank, pardon, Génération Libre j'ai oublié et de que le nous venons de préciser. J'ai publier pas mes notes sous justement un les yeux, en fait. rapport. Nous Ouais. venons de publier un rapport sur justement pourquoi et comment il faudrait légaliser le cannabis en France. Et sur la question de ce constat d'échec de la politique de la drogue depuis 50 ans en France, je vais laisser parler Édouard, qui est plus spécialiste de la question. Mmh. Bon, bah, du coup, je pense pas que ce sera très surprenant pour une audience libérale, mais on peut, je pense, répéter les points saillants de la prohibition et de son échec. Alors, en France, la prohibition, elle date de 1970, hein, d'ailleurs du 31 décembre 1970, la prohibition moderne. Comme on le sait, voilà, elle pénalise à la fois les trafics et également la consommation. On a en France un des modèles les plus répressifs en Europe. Vraiment, et finalement, le passage à l'amende récente, l'amende forfaitaire pour punir les consommateurs de cannabis n'a rien arrangé. C'est-à-dire que c'était supposé être une forme plus douce, mais en réalité, on massifie aussi le fait de harceler les consommateurs de cannabis. Tout cela vis-à-vis d'une activité qui, au fond, philosophiquement, voilà, consommer du cannabis, ça ne nuit au pire qu'à soi-même. En tant que tel, on ne nuit pas à quiconque d'autre. Et donc, c'est, voilà, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Pierre, un de ces crimes sans victime qui me passionne et que je combats ardemment. Et vis-à-vis du constat qu'on peut en faire, du coup, ça fait quand même 50 ans en France qu'on a cette prohibition moderne. Je l'ai dit, on a un des modèles légaux les plus répressifs en Europe, ce qui n'empêche pas par ailleurs qu'on soit aussi en France le premier pays consommateur de cannabis en Europe. Donc on voit la déconnexion totale entre le cadre juridique et les effets réels. La prohibition n'a rien empêché. La consommation est très forte. Alors, chez sous les yeux, on a 3,9 millions de consommateurs de cannabis en France, dont 1,2 million de consommateurs réguliers. Donc, c'est vraiment un phénomène de société massif. Et encore une fois, cela a lieu alors que le régime juridique est un des plus répressifs en France. Et pire que ça, à la limite, voilà, que les gens consomment le cannabis chez eux, malgré la loi, voilà, c'est bien leur problème. Mais d'un point de vue là, plutôt pour le coup négatif, et c'est un des vrais terribles échecs de cette prohibition, c'est qu'elle n'a pas non plus empêché la consommation chez les plus jeunes. Et on sait que la consommation de cannabis, euh, pour les adultes, tant qu'elle se fait de manière modérée, bon, en gros, il n'y a pas trop de risques, hein. Voilà, évidemment, il faut consommer avec modération, mais il n'y a notamment pas de risque d'overdose, hein, comparé à l'alcool. On ne peut pas mourir d'une prise de cannabis. Bon, il y a des formes d'addiction, mais elles ne sont pas aussi sévères que celles pour l'alcool. Par contre, pour les jeunes, c'est bien documenté aujourd'hui, particulièrement voilà, les moins de 20 ans, les moins de 18 ans, c'est quand même très nocif. C'est-à-dire que ça nuit à leur développement personnel, à leur réussite scolaire. Voilà, ça a des effets prouvés quand même très négatifs. Et la prohibition française n'a rien empêché à ce niveau-là. Alors, il va falloir que je retrouve le chiffre, mais il y avait une étude récente de 2017 qui documentait que presque 50%, alors attendez, j'essaie de retrouver le chiffre précis, voilà, en 2017, 44% des adultes 18 à 64 ans avaient consommé du cannabis, ça c'est pour les populations générales, et chez les jeunes, je ne retrouve pas le chiffre, mais en gros, c'est très substantiel. Euh,
Donc, à ce niveau-là, la prohibition n'a particulièrement pas empêché la consommation chez les populations les plus vulnérables, les plus jeunes. Donc, c'est un échec de ces points de vue-là, d'un point de vue des libertés individuelles, d'un point de vue sanitaire. C'est un échec aussi d'un point de vue même financier, c'est-à-dire c'est des millions d'euros qui sont dépensés. Alors, pour être très précis, c'est presque 600 millions d'euros qui sont dépensés chaque année en France dans la lutte contre le cannabis. Donc, c'est vraiment un budget énorme. Et le On gouvernement en est occupe… très fier d'ailleurs. Ah oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, je faisais attention, mais à ce propos, Darmanin, très récemment, s'est gargarisé des résultats de l'amende forfaitaire, le fait que maintenant, on puisse dénoncer les points de vente. C'est une culture de la délation qui est assez intéressante à observer. Et il s'est gargarisé, oui, ça y est, on est en train enfin d'arriver à mettre fin au trafic, ce qui est évidemment complètement illusoire, des effets de com complètement déconnectés de toute réalité. Et donc tout cela, toute cette répression, elle a un coût. Voilà, je le disais, presque 600 millions d'euros dépensés chaque année, mais au-delà de ça, c'est des forces de police, de justice qui sont occupées à faire la chasse à des gens qui veulent juste, pour caricaturer, fumer un joint de leur côté, alors qu'elles pourraient bien sûr occuper à lutter contre la réelle criminalité, les agressions, les viols, les vols, là où il y a vraiment, on a une victime identifiée, on nuit aux droits de personnes. Par ailleurs, ça nuit, non seulement ça les occupe sur une tâche improductive et on harcèle des gens qui n'ont nui à personne, mais ça nuit aux relations entre la police et la population. On le sait, on connaît ce phénomène, ça crée des interactions extrêmement négatives, particulièrement dans les banlieues sensibles, où la police vient harceler, vient fouiller, et ça crée vraiment du conflit, là où il devrait y en avoir beaucoup moins. Donc vraiment, ça crée un espèce de rapport antagoniste entre la police et les populations, et on sait à quel point c'est un sujet sensible, particulièrement dans certaines banlieues. Donc, et pour compléter sur l'aspect sanitaire, évidemment, on le sait aussi, c'est particulièrement le cas pour les autres drogues, mais c'est le cas aussi pour le cannabis. Le marché noir a des effets extrêmement négatifs en termes de produits, puisqu'évidemment, il n'y a pas vraiment de contrôle sur la qualité de la production, ce qu'on nous vend et ce qu'on achète. Et très régulièrement, si vous suivez un peu dans les médias, on a des cas de gens qui se font empoisonner parce qu'ils consomment un cannabis de synthèse qui s'avère être bien plus nocif que le cannabis original. Donc ça, c'est un des autres effets extrêmement négatifs pour les consommateurs qui ne savent jamais vraiment ce qu'ils achètent. Il n'y a pas de contrôle qualité, il n'y a pas de label. Il y a pas, voilà, bon, il y a un certain intérêt pour certains vendeurs à fournir un produit de qualité pour leurs consommateurs, mais c'est très fragile. Voilà, et très régulièrement, on a des cas d'intoxication de personnes qui consomment un produit sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Donc voilà, c'est un peu l'étendue de ces effets-là, mais voilà, encore une fois, je ne pense pas que ce sera une grosse surprise pour une communauté libérale. Et le rapport que nous avons produit avec Kevin, en réalité, il ne s'attarde pas tant que ça sur ce constat-là, parce qu'on considère qu'il est assez partagé aujourd'hui, ce constat-là. Ça, globalement. Voilà, à droite, à gauche, c'est pas exclusif au libéral, et heureusement, le fait que ce soit un échec retentissant et qu'il faille considérer des approches alternatives, c'est assez partagé. Et donc, c'est pas là où notre rapport passe le plus de temps. On va en discuter, mais c'est plutôt sur l'aspect, une fois qu'on a dit que la prohibition est extrêmement nocive, est un échec, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on égalise et comment? Alors justement, Si je peux je vais rajouter, te poser… Oui, bah, je j'allais vais juste te poser la rajouter question, un petit Kevin. Ouais, vas-y. commentaire. Il y a un Vas-y. excellent rapport du think tank Terra Nova, donc qui n'est pas connu pour son libéralisme, qui montre très bien que la politique de la drogue en France est très difficile à mettre en place et que par conséquent, il y a une sorte d'adaptation des policiers au terrain. Donc l'état de droit n'est pas respecté en France parce qu'il y a des commissariats qui l'appliquent vraiment, la lutte contre la drogue sur le terrain, et d'autres qui ferment les yeux. Donc c'est Ouais. une politique qui est coûteuse, inefficace, inapplicable. Enfin, voilà. Pour moi qui suis Marseillais d'origine en plus, même si je ne vis pas très loin de Marseille aujourd'hui, mais enfin, on avait quand même eu toute une section de la police qui participait au trafic, quoi, qui gardait le cannabis, le revendait. Enfin, elle a été, la BAC des quartiers nord a été dissoute, je me souviens bien, il y a quelques années. C'était quand même, enfin, les bras m'ont tombé, quoi. Donc, ok. Et si je peux alors, juste compléter ouais, aussi sur un vas-y. point qui me manquait et je l'ai retrouvé. Donc, par rapport aux jeunes, la consommation des jeunes, en 2017, une étude montrait que 4 adolescents sur 10
avaient déclaré avoir au moins essayé le cannabis. 4 sur 10. Donc, c'est vraiment un phénomène massif. Et encore une fois, ces populations pour laquelle, pour le coup, c'est bien documenté, le cannabis peut vraiment être nocif. Ouais. Donc, il y a vraiment un terrible échec sanitaire de ce point de vue-là. Et en fait, de manière plus générale, on a une absence complète de prévention vis-à-vis de l'usage du cannabis, vis-à-vis de ses effets réels. C'est-à-dire qu'on fait un peu l'autruche, c'est-à-dire qu'on fait comme si ça n'existait pas, comme si le cannabis n'était pas consommé. Oui, puisque c'est interdit. Donc, Voilà, c'est interdit, donc les gens n'en consomment pas, alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est le cas. Et donc, on passe à côté de nécessaires efforts de prévention, particulièrement auprès des jeunes, mais même de manière générale auprès de la population en général, sur comment bien consommer le cannabis, comment consommer de manière modérée, les différents modes de consommation, et encore une fois, particulièrement pour les jeunes, voilà, pour le qui c'est vraiment nocif. d'accord. Je vais poser la question à Kevin des effets de la légalisation. Est-ce que dans les endroits où on a légalisé, est-ce qu'on a observé les effets qui avaient été prédits par la science économique et par les différentes réflexions qu'on avait pu avoir à ce sujet, notamment chez les libéraux? Est-ce qu'il y a eu augmentation de la qualité, baisse de la violence, etc. Alors oui, notre démarche, en fait, avec Edouard, ça a été de faire un tour du monde des expériences de légalisation. Mm. Et moi, en tant que chercheur, je suis allé voir dans la littérature scientifique ce qui valut les effets de ces expériences de légalisation sur le crime, sur la consommation, sur la santé, etc. Et en fait, parce que d'amis que j'ai étaient contre la légalisation en disant, bah, si on banalise ce produit, la consommation va augmenter, tout le monde va se jeter dessus. Et ça va augmenter chez les jeunes. Et les Mm. meilleures données qu'on a, c'est aux États-Unis, parce qu'il y a des Ouais. États comme la Californie, le Colorado qui ont quand même légalisé depuis le début des années 2010. Et donc, il y a des méthodes statistiques qui permettent d'isoler la variable expérimentation enfin, légalisation pour voir l'effet que ça a. Et on Ouais. a vu qu'il n'y a pas il y a pas eu d'effet sur la consommation générale de la population. C'est-à-dire qu'elle était en hausse depuis le début des années 2000, donc bien avant la légalisation. Et Ouais. puis, elle a continué à augmenter. Et quand on compare les États qui ont légalisé aux États-Unis et les États qui n'ont pas légalisé, on voit la même tendance à la hausse. Par contre, fait intéressant, les États qui ont légalisé ont vu la consommation des jeunes baisser. Donc là, on ne peut pas faire de cause à effet. On ne peut pas dire que légaliser fait baisser chez les jeunes. Mais en tout cas, on peut dire que légaliser le cannabis ne fait pas augmenter la consommation chez les jeunes. Pourquoi? On a quand même des Mm. hypothèses. C'est-à-dire que les États qui ont décidé de légaliser ont utilisé leur recette fiscale, parce que c'est un produit taxé qui redevient dans le marché légal, elles ont utilisé leur recette fiscale pour faire des politiques de prévention à l'égard des jeunes, dans des écoles, en faisant des sites internet pour les parents. Et beaucoup de témoignages montrent que justement le fait que le cannabis ne devienne plus un tabou permet d'en discuter en famille. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces discussions de famille. Et là, d'un coup, les parents se disent, bah, mes enfants y ont accès, donc il faut en discuter. Donc, c'est un peu comme pour l'alcool, c'est de dire, bon, fumer un joint de temps en temps, c'est pas trop grave, mais si tu en consommes de manière excessive, ça peut nuire à tes études. Donc, en fait, la légalisation a eu des effets positifs sur la cible des jeunes qu'il faut protéger, comme l'a rappelé Edouard. Aussi, il y avait d'autres craintes par rapport à la légalisation du cannabis, les accidents de la route, la criminalité, parce que quand on est sous emprise de la drogue, l'hypothèse que beaucoup de gens faisaient, c'est que bah, les gens, ils vont être high, ils vont être complètement fous, ils vont faire n'importe quoi. En fait, on a vu l'inverse. On a vu une diminution de certains types de criminalité suite aux expériences de légalisation. Là aussi, pourquoi? C'est parce que on a coupé l'herbe sous le pied au cartel mexicain. Et à la criminalité organisée, parce qu'on a diminué leurs recettes qui sont allées dans la poche de nouveaux arrivants qui sont tout simplement des entrepreneurs qui paient une licence à bas coût et qui entreprennent de manière légale en payant leurs impôts. Donc, en faisant de la concurrence au marché noir, on a permis de réduire le crime et aussi réduire l'exposition des consommateurs qui n'ont plus besoin d'aller dans des zones soumises à la violence pour acquérir ce cannabis. Donc, en fait, la conclusion qu'on en tire avec Edouard, c'est que quelle que soit la modalité de la légalisation du cannabis, on observe quand même dans la littérature un consensus sur les effets positifs que cela a eu. Alors, bon, moi, c'est toi qui allais donner sur la baisse de la violence.
Moi, ce qui m'étonne un peu et la crainte que j'aurais si j'étais gouvernant en légalisant le cannabis, c'est de me dire, bon, bah, les dealers, si ce n'est pas eux qui deviennent les commerçants de cannabis, et on va parler justement de comment peut-être on peut, eux, les transformer en commerçants de cannabis, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont devenir des enfants de cœur ou retourner à l'école ou je ne sais pas quoi. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une légalisation qui ne règle pas le problème de la violence? Alors justement, on s'est beaucoup intéressé à cette question et je pense que c'est notre point d'entrée avec Édouard. C'est l'idée de dire qu'on a un grave problème de criminalité organisée dans certains endroits de France Oui, et beaucoup de maires locaux commencent à aborder cette question-là en proposant justement de légaliser le cannabis parce que la situation n'est plus tenable dans certains quartiers et qu'il faut accepter. Et donc à partir de ça, on a comparé deux types de légalisation. Il y a deux idéotypes. Il y a les États qui ont choisi de légaliser en monopolisant la production, en oui, contrôlant le prix et en contrôlant la distribution. Donc, ça correspond au modèle de l'Uruguay, qui est le premier pays au monde à avoir légalisé en 2013, donc en Amérique du Sud, et d'accord. le modèle du Québec plus récemment. Alors moi, je me suis particulièrement intéressé au modèle du Québec parce que j'ai assisté au premier jour de l'ouverture des boutiques légales à Montréal. Et on compare ce modèle étatiste au modèle du Colorado, où là, on a une autre démarche. La production est libre, la distribution est libre et soumise à la concurrence. Le prix n'est pas fixé par l'État et la consommation est relativement libérale. Récemment, ils ont autorisé carrément l'ouverture de lieux dédiés à ce type de consommation. Ouais, comme des bars à chicha, mais des bars à pétards. Exactement. Donc, je peux dire un mot sur le Québec, c'est ça n'a pas atteint les objectifs parce que donc, Justin Trudeau l'a appliqué en 2018 pour tout le Canada et chaque province, vu que c'est un pays fédéral, pouvait l'appliquer de la manière dont il souhaitait. Et donc, Oui, Québec a choisi, fidèle à sa tradition relativement étatiste par rapport aux autres provinces, a choisi de garder un gros contrôle sur la distribution avec des boutiques d'État. Alors que l'Alberta, par exemple, a choisi de mettre en place un système de boutiques libres, privées. Le Québec a choisi de fixer un prix, enfin bref. Et les effets, c'est quoi? C'est que le marché noir, 3 ans après sa légalisation, est majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui se fournissent, qui continuent à se fournir chez leurs anciens dealers, auprès des Hells Angels, qui est un gang de motards que vous pouvez voir de temps en temps sur les routes du Québec. Ils continuent dans leur et habitude. pourquoi? Parce que le prix Pourquoi? est trop élevé? Le prix est trop élevé, le service est relativement mauvais. Ouais. Lors de la légalisation au Québec, 20 boutiques ont été créées pour toute la province. C'est une immense province, hein. Le Québec, c'est plus grand que la France, hein. Bon, il y a moins Ouais. d'habitants, hein, 8 millions, mais donc il y avait une très mauvaise distribution. Il y avait des problèmes de rupture de stock. Il y avait un problème de diversité des produits. C'est-à-dire que les spécialistes, alors moi je le dis tout de suite, je ne suis pas consommateur de cannabis, Oui, euh, j'allais te poser la question plus mais tard, donc tu vois, tu mais me prends en non, avance. non, je me suis intéressé à cette question sous l'angle de la liberté individuelle, parce que je suis libéral. Je crois qu'il faut séparer la loi et la morale, et que c'est une atteinte très grave à la liberté individuelle d'empêcher aux gens d'accéder à un produit qui nuise qu'à eux-mêmes. Et puis sous l'angle, moi, ce qui m'obsédait, c'était on a des réseaux de criminalité qui nuisent à toute la population et comment assécher leur financement. Et au Québec, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait un sondage, enfin, voilà, auprès d'amis consommateurs. Ils continuent à s'approvisionner sur le marché noir parce que vous pouvez, avec votre smartphone, commander votre weed qui arrive 1 heure après en bas de votre immeuble, Ouais, c'est le alors que Uber shit. les horaires des boutiques d'État, c'est comme les horaires des administrations au Québec, c'est pas adapté aux besoins de ce type de population. Ouais. Les conseillers, c'est des fonctionnaires, en fait. Ils n'ont pas les incitations pour être les meilleurs guides, pour vous conseiller les meilleurs produits. Donc voilà. Alors qu'au Colorado, par exemple, on estime qu'on a éliminé 70% du marché noir au bout de 5-6 ans de légalisation, notamment parce que vous avez une couverture du territoire en 600-700 boutiques. Il y a plus de boutiques qui vendent du cannabis au Colorado que de Starbucks, par exemple. Et il y a une concurrence farouche entre des individus qui veulent offrir le meilleur produit, les meilleurs conseils. Et vous pouvez aussi consommer des produits dérivés tels que des cookies, des gâteaux, des chewing-gums, etc. Et donc, on en déduit avec Édouard, mais Édouard parlera mieux que moi là-dessus. On en a déduit un modèle de légalisation pour la France qui enrichi de notre comparaison de ces systèmes internationaux. Donc concrètement, Edouard, en France, avec en plus nos particularités culturelles, légales, etc.,
comment est-ce que concrètement ça peut se mettre en place? Et j'ai envie de dire, à commencer par le fait que, est-ce qu'un gouvernement ne va pas se dédire par rapport à toutes les décennies précédentes de lutte contre la drogue? Déjà moralement, comment ils peuvent aborder, cette défaite morale pour eux que pourrait constituer la légalisation? Et surtout, comment ils le mettent en place concrètement, sans faire trop peur aux populations? Alors, je pense qu'il y a 2 parties dans ta question. La première, c'est au niveau stratégique, comment un gouvernement pourrait vendre la légalisation auprès de la population, et la deuxième sur comment on l'implémente. Oui. Sur la question de comment rassurer les gens et comment vendre la réforme, qui serait quand même une réforme très conséquente, comme tu le dis, c'est vraiment un passage d'une prohibition à un modèle légal. On n'aborde pas cette question-là dans notre rapport. Néanmoins, je pense qu'au niveau de la sensibilisation et des explications, il faut vraiment insister sur le fait que la prohibition a été un échec total, et qu'en fait, alors il y a souvent cette idée de responsabilité. C'est-à-dire que légaliser, ce serait abdiquer, ce serait vraiment pas responsable, et ce serait vraiment laisser les portes ouvertes au tout et n'importe quoi. Sauf que la réalité, elle est inverse. C'est-à-dire que c'est la prohibition qui est d'une lâcheté totale. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, on fait semblant d'ignorer un problème social, enfin un phénomène social très conséquent. Et dans un monde où on légalise, comme l'a bien expliqué Kevin, aujourd'hui, en plus, on bénéficie de l'expérience de beaucoup d'autres marchés qui l'ont fait déjà. Donc, on n'est pas les premiers. Oui, c'est ça. Et quand on regarde comment c'est passé dans les États américains, au Canada, on se rend compte que il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas d'augmentation drastique de la consommation d'un seul coup. S'il y avait une augmentation de la consommation d'ailleurs, bon, ça ne nous dérangerait pas forcément, c'est-à-dire que les gens sont bien libres de faire ce qu'ils veulent, mais le fait est que on n'observe pas d'augmentation de la consommation drastique, particulièrement chez les jeunes. On observe des réductions de la criminalité. Donc ça bénéficie à tout le monde d'ailleurs. C'est une réforme du coup qui ne bénéficierait pas, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne bénéficierait pas qu'aux consommateurs eux-mêmes. Tout le monde en profiterait. La réduction de la criminalité, ça impacte tout le monde. Par ailleurs, ça créerait aussi un secteur marchand prospère, des emplois. Bon, on n'est pas étatiste, mais pour ceux qui sont étatistes, ça crée des revenus fiscaux pour l'État qui permettent de financer d'autres choses. Donc, il y a quand même des éléments extrêmement intéressants, qu'on soit de droite, de gauche ou libéral. Je pense qu'on peut vraiment rassurer les gens à ce niveau-là. Et encore une fois, on bénéficie d'expériences à l'étranger. Ensuite, sur la deuxième partie, du coup, sur comment on pourrait l'implémenter avec les spécificités en France. Voilà, comme a commencé à l'expliquer Kevin, on prend vraiment comme point de départ et comme source d'inspiration le Colorado, qui a été le plus efficace pour nuire au marché noir. C'est que, comme l'a expliqué Kevin, une réforme de légalisation n'aura de succès que si elle réussit à effectivement se débarrasser du marché noir. C'est-à-dire que si on légalise et demain, le marché noir persévère à 50% ou plus du marché, on a encore des dealers, on a encore ce chaos, ces problèmes sanitaires, ça n'aura servi à rien finalement. Donc en fait, notre obsession dans notre rapport, c'est d'avoir une légalisation qui fonctionne, et notre critère principal, c'est abolir le marché noir, vraiment lui nuire au maximum possible grâce à un secteur privé de distribution, de production de cannabis qui soit le plus efficace possible, qui réponde le mieux aux attentes des consommateurs. Voilà, comme l'a expliqué Kevin, on ne peut pas faire comme si les consommateurs allaient du jour au lendemain forcément, ok, c'est légal, tiens, je vais à la boutique. Non, si on ne leur offre pas le même niveau de service, le même niveau de qualité, les mêmes prix bas, ils ne feront pas le pas. Ils continueront avec leur confort. Le dealer, on l'appelle au téléphone, il arrive en 1 heure en bas de l'immeuble. On va continuer comme ça finalement. Donc, dans notre modèle, alors, on aborde les choses de 3 points de vue. D'abord, au niveau de la production, puisque Oui. la légalisation, on n'est pas sur une simple dépénalisation de la consommation, on est vraiment sur à la fois production, distribution et consommation. Donc, au niveau de la production, on propose évidemment un modèle libre, c'est-à-dire que les agriculteurs puissent librement passer à une production de cannabis. Il faut savoir qu'en France, on a une production très forte de chanvre, et si je me rappelle bien, on est parmi les premiers en Europe. Et en fait, chimiquement, c'est très similaire. Donc, beaucoup d'agriculteurs pourraient assez facilement se reconvertir dans la production de cannabis. Ça ne serait C'est une pas bonne manière de un le pas. vendre. Ouais, Ouais. si je peux me permettre pour répondre à ta question, Pierre, une manière de le vendre, c'est l'or vert. C'est un véritable Mhm. or vert en Californie, au Colorado. Ça crée beaucoup d'emplois, ça crée de la croissance économique. Et en France, on est équipé pour, et notamment nos territoires d'outre-mer, qui auraient aussi cette possibilité. On a le sud de la France et l'outre-mer que ça pourrait
pourrait favoriser le développement économique. Voilà, je laisse continuer, Edouard. Et pour finir sur la production, l'idée, c'est de ne pas trop les contraindre, surtout pas de quotas particulièrement. Ne pas instaurer de quotas de production, qui s'était proposé par différents think tanks qui diraient voilà, il ne faudrait pas plus produire que tant, mais absolument pourquoi pas. Un quota de production? Quel était l'intérêt au départ de proposer ça? Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a beaucoup de think tanks qui, dans leur modèle de légalisation, ont pour objectif de réduire la consommation. C'est-à-dire qu'ils se disent, en fait, on va légaliser et donc on va réussir à enfin faire réduire la consommation de cannabis, mais ce n'est pas notre objectif à nous. C'est-à-dire que si les gens veulent consommer, ils sont adultes, ils sont responsables, c'est leur mode de vie, c'est leur choix. Donc, par rapport à ça, nous, notre objectif principal, c'est non pas réduire la consommation, c'est s'attaquer férocement au marché noir. Donc, évidemment, ne pas instaurer de quotas qui risquerait de créer des pénuries et donc, pareil, on éloignerait les gens du marché légal et pas non plus de règles trop contraignantes sur comment produire le cannabis. Alors, un système de licence, mais un système de licence suffisamment souple et simple, une simple formalité de vérification de l'âge et du casier judiciaire, mais voilà, un truc qui permette à n'importe quel agriculteur de se tourner vers la production de cannabis. Donc, ça, c'est pour la production. Il faut préciser que le Conseil d'analyse économique, le think tank Terra Nova et beaucoup de parlementaires préconisent un système où l'État contrôle le prix, contrôle la production, et beaucoup citent le Québec comme exemple. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à aller lire notre rapport. On explique justement pourquoi ce modèle où l'État contrôle est mauvais. Donc, c'est vraiment… notre rapport, d'ailleurs, est assez innovateur en fait, à ce propos. C'est qu'on est le premier, à notre connaissance, notre premier rapport en France à déployer un argumentaire pour un marché libre du cannabis. Donc voilà, on a abordé la production. Je vais aller rapidement parce que je vois que l'heure tourne. L'heure tourne, vas-y, on t'écoute pour la fin. Je vais très rapidement sur la distribution. On veut, pareil, un marché libre, que finalement, des licences soient faciles à obtenir et que n'importe qui ou presque puisse se devenir entrepreneur et créer un magasin de cannabis. Alors, c'est une bonne question. Pour les anciens dealers, ce qu'on propose, c'est que pour ceux qui étaient non violents, ils puissent se reconvertir vers le marché licite. Et au contraire même, on veut favoriser ça. C'est-à-dire qu'on veut inciter le maximum d'anciens dealers à se reconvertir vers le marché licite. Ça serait d'ailleurs dans notre intérêt puisqu'ils ont déjà une expertise sur leurs produits. Donc, ça serait bénéfique pour tout le monde s'ils se reconvertissaient en commerçants licites. Évidemment, interdiction aux mineurs de distribution, livraison autorisée. Voilà, comme le mentionnait Kevin, il faut que les gens aient le même niveau de praticité dans l'accès au cannabis, donc il faut l'autoriser. Et aussi diversité de produits. Voilà, il ne faut pas uniquement autoriser l'herbe, il faut qu'on ait des gâteaux, différents types de consommables que les consommateurs de cannabis apprécient. Donc ça, c'était au niveau de la distribution. Au niveau de la consommation, on en a parlé, interdiction de la vente aux mineurs, autorisation de la consommation dans les lieux publics en extérieur et évidemment, campagne de prévention extrêmement forte. Il faut vraiment faire un vrai effort de expliquer les risques réels de la consommation et la manière de les réduire. Voilà, en quelques mots. On a estimé qu'on pourrait avoir 360 millions d'euros de recettes fiscales grâce à d'autres modèles de légalisation. Et cet argent pourrait être fléché vers des campagnes de prévention auprès des étudiants, auprès des jeunes. Voilà. Et pour plus de détails, notre rapport est disponible en version complète sur le site de Génération Libre. Tapez Génération Libre, marché cannabis, vous le trouverez rapidement. On détaille les propositions et notamment l'analyse de Kevin sur les modèles internationaux. Donc, j'invite tout le monde à aller le consulter. Et vous-même, on peut vous suivre sur les réseaux. Je crois que Kevin est aussi sur Twitter. Toi, Edouard, je sais que plus libre QTOI, plus libre que toi. Voilà. Plus libre Q, exactement. Et sinon, vous pouvez suivre directement Génération Libre sur leur page Facebook parce qu'on continue à écrire régulièrement sur ce sujet pour Génération Libre. Ça, on peut dire que Génération Libre produit effectivement beaucoup de rapports intéressants sur ces sujets-là. Donc, bien sûr, on invite tous les spectateurs à y aller. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les organisateurs.